la contribution des concours académiques au savoir sur le langage et les langues. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas d'institution spécialisée au XVIIIe siècle qui soit chargée des recherches sur les questions en relation avec la théorie des langues. En soulevant des questions, les académies assumaient ce rôle. Elles pouvaient atteindre un large public et inciter des réflexions sur le langage. Il n'y avait pas de privilège pour des savants connus et des jeunes chercheurs ou des intéressés d'autres professions pouvaient y participer. L'innovation dans les mémoires consistait cependant plutôt en l'arrangement des idées. Il y avait peu d'idées nouvelles et les auteurs sur lesquels les contributeurs s'appuyaient n'étaient pas forcément cités. On peut constater l'existence d'un certain canon de textes de référence, souvent cités ou auxquels on fait allusion, mais dont on ne nomme pas toujours l'auteur. La plus grande différence entre les concours réside dans la répartition entre les discours normalisateurs et les discours philosophiques sur le langage, ce qui témoigne du fait qu'une institutionnalisation de la linguistique n'avait pas encore lieu. Les remarques sur la langue et son usage dominent nettement à l'Académie française et à la Real Academia Española, tandis que l'Académie prussienne avait limité les sujets de ses concours à des questions théoriques et philosophiques. Mais cette délimitation n'est pas absolue. Beaucoup de mémoires soumis à Berlin s'engagèrent dans la résolution de doutes sur l'usage de la langue et la Real Academia Española reçut des mémoires qui étaient à la hauteur de la discussion sur les problèmes de la théorie linguistique. Il faut se demander si les concours académiques étaient toujours une forme opportune de production de pensée scientifique à la fin du XVIIIe siècle. Bien sûr, la généralisation des journaux et la communication plus dense et disséminée par eux avaient diminué l'importance des concours académiques sur des questions philosophiques et linguistiques. Il y avait aussi la différenciation scientifique à laquelle les académies devaient s'adapter. Cependant, les questions de prix étaient toujours un axe essentiel de l'Académie de Berlin surtout, et des nombreuses autres. Des questions de prix sur la langue allemande, sur la comparaison des langues, sur l'histoire de l'archéologie et sur les progrès de la métaphysique au XVIIIe siècle furent mises au concours et elles attirèrent des auteurs par la bonne réputation de l'Académie. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, vous avez des questions? Je ne sais pas si les Français parlent une langue supérieure, mais les Allemands sont supérieurs en ponctualité. J'ai dépassé. Une double question, mais qui est le même objet. Ça concerne l'ensemble des gens qui répondaient au concours. Quel est parmi tous ces gens qui ont soumis des réponses, il y a quel pourcentage sur lequel on sait quelque chose? C'est la première question. Et deuxièmement, par quelle manière est-ce qu'on diffusait la question du concours? C'est-à-dire,
par quel chemin on atteignait les gens qui étaient susceptibles de soumettre des réponses? C'est difficile de répondre globalement. Ça dépend des questions. Pour l'Institut, pour la question sur l'influence des signes sur la pensée, on connaît presque la totalité des noms parce que la façon anonyme n'était pas tellement observée. Les auteurs mettaient leur nom dessous de leur texte. Ou bien les enveloppes n'étaient pas tous brûlées. Alors on connaît plutôt tous. Pour l'Académie de Berlin, c'est difficile. Il y a pour le concours sur l'universalité de la langue française des recherches de Jürgen Storost qui a identifié quelques auteurs. Alors, à peu près la moitié est connue. Pour les autres questions, normalement, ce n'est que le vainqueur et ceux qui ont eu un accessite qui sont connus. Pour le concours sur l'origine de langue, il y a quelques auteurs qui ont pris leur manuscrit et l'ont développé et publié. Là, on connaît aussi les auteurs, mais pas plus de 10%. Et c'était des affiches pour faire savoir qu'il y avait un concours? C'était dans les journaux? Les questions étaient publiées dans des journaux, journaux en Europe, pas seulement en Allemagne et en France, partout. Et les gens qui voulaient soumettre leur manuscrit pouvaient le faire. Ils avaient quel délai? Une année avant la remise, c'était publié. Évidemment, ça a fonctionné parce qu'il y a une certaine quantité de manuscrits. Il y a aussi des manuscrits dans lesquels on trouve des notes qui étaient soumis trop tard, mais quand même pris en compte ou refusés. Ça dépend. Pas d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que le tournant anthropologique du XVIIIe siècle fait éclater un peu le cadre trop strict des académies? Je ne crois pas, non. Il y avait des traités sur l'origine de la langue en dehors des académies. Les académies ont pris des questions qui étaient en cours et les mettaient au concours. C'était le siècle qui réfléchissait sur la nature de l'homme. C'était l'époque de l'anthropologie, aussi de l'anthropologie linguistique. Je crois que c'était une tendance générale qui se reflète aussi dans quelques questions sur la langue. Mais il y avait aussi des activités des académies qui concernaient la normalisation. Je n'ai pas parlé sur la normalisation. Il y avait pas mal de concours en Espagne qui voulaient normaliser la langue et la ramener à l'état antérieur, qui était considéré comme plus haut. Parce que je pensais en France à la tradition du prix Volney. Oui. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas, on va passer à l'exposé suivant.